I'm pleased to introduce our J'ai le next plaisir de vous présenter notre prochaine conférencière, Abir Al-Jamal, qui est chercheur et travailleuse sociale au Muslim Resource Center for Social Support and Integration à London, en Ontario. Abir, bienvenue. Nous avons hâte à votre présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Abir. Aujourd'hui, je vais vous présenter au nom de l'équipe qui a préparé cette présentation. Cette présentation vise principalement à rendre compte des conclusions d'un sous-ensemble de 52 informateurs clés de l'Ontario et de la Colombie-Britannique sur les 366 entrevues réalisées à travers le Canada. Pourquoi avons-nous choisi l'Ontario et la Colombie-Britannique? Notre critère était que l'Ontario et la Colombie-Britannique sont les chefs de file de l'élaboration d'outils d'évaluation des risques de violence familiale au Canada. Les différents secteurs qui ont répondu figurent dans la diapositive, la violence familiale représentant la grande majorité, à savoir 80%. Les secteurs sont répartis entre la violence faite aux femmes, la justice, la santé et la protection de l'enfance. Il constitue 42% de cet échantillon total d'informateurs clés. Nous nous concentrons surtout sur les facteurs de risque et l'évaluation des risques. Et pour le codage, nous avons utilisé le logiciel NVivo et les données ont été codées individuellement. Nous avons travaillé à partir de la théorie ancrée qui nous a fourni un cadre pour interpréter les données et construire une analyse conceptuelle. Prochaine diapo. L'informateur clé a identifié plusieurs facteurs qui contribuent à accroître la vulnérabilité et le risque de la plupart des violences et des homicides auprès des populations immigrantes et réfugiées. Ces facteurs sont des facteurs culturels. Ils comprennent les attentes culturelles, la perte de la culture et la normalisation de la violence familiale. Les facteurs pré- et post-migratoires comprennent les traumatismes non résolus du stress pré-migratoire associé au voyage de migration lui-même, les facteurs de stress post-migratoire comme l'intégration, l'acculturation, la durée du séjour, l'isolement social, l'exclusion, entre autres, qui ont tous eu un impact sur la famille. L'isolement géographique et social, surtout géographique, était associé aux zones rurales et le facteur commun à la majorité des immigrants et des réfugiés était la perte du réseau de soutien social lors du réétablissement. En ce qui concerne la structure et la dynamique de la famille, les croyances patriarcales traditionnelles, les déséquilibres de pouvoir entre partenaires, les changements au sein de la structure familiale stricte ou l'évolution des rôles des hommes et des femmes sont des thèmes qui sont ressortis. Les changements dans le statut socio-économique et l'immigration ont aussi été identifiés. Prochaine diapo. Nous avons appliqué une approche socio-écologique adaptée où il y a une intersectionnalité. Nous voulions une approche écologique pour nous aider à analyser et à interpréter les facteurs de risque dans un cadre contextuel ainsi que les obstacles au service, à la sécurité vécue par les femmes et les survivantes immigrantes et réfugiées. L'approche écologique a permis de contextualiser l'intersection des facteurs de risque dans les systèmes micro, méso et macro. En outre, elle a mis en évidence la complexité et l'interaction entre les systèmes qui influent sur les expériences des immigrantes et des réfugiés. Chaque niveau démontre l'interconnexion entre les divers facteurs qui se croisent et qui augmentent le risque à la sécurité ainsi que l'interaction entre les obstacles au service et au soutien. Au niveau micro, le parcours migratoire comprend la prémigration, la migration, l'intégration à l'établissement, entre autres. De nombreux informateurs clés ont aussi établi un lien entre la prémigration et le stress post-traumatique. Ils ont souvent généralisé cet aspect.
De cette façon, il y a eu un malentendu parmi les informateurs clés qui n'ont pas su reconnaître la variation unique de la prémigration et de la post-migration, ainsi que la façon dont les individus vivent les traumatismes et comment ceux-ci se manifestent. Et nous ne parvenons pas à reconnaître la résilience. L'isolement, le silence et la normalisation de l'attitude patriarcale sont des questions de genre qui augmentent le risque et entravent les services et la sécurité et qui interagissent comme une barrière. Cependant, il y avait encore de la confusion sur la façon dont ce facteur interagit dans la culture et au sein des cultures, et la complexité de la manifestation du patriarcat dans toutes les cultures qui attribue la violence aux autres cultures et aux autres immigrants et réfugiés. Au niveau méso, la communauté a le potentiel d'être une source de risque pour les survivantes ainsi que pour l'accessibilité aux services. Pour le système micro, les préoccupations liées à l'immigration ont interagi comme facteurs de risque et ont entravé l'accès aux services. La peur et la méfiance à l'égard du système ont aussi créé des obstacles supplémentaires. Ces obstacles sont le résultat des expériences vécues avant l'immigration et des expériences de racisme, discrimination et pratiques oppressives vécues après l'immigration. En travaillant en utilisant cette approche, le système et les intersections du patriarcat, facteurs socio-économiques, politiques, culturels, religieux, organisationnels, ethniques, linguistiques et autres, interagissent tous comme facteurs de risque au sein de la famille individuelle, de la communauté et de la société. Diapo suivante. Cette citation met en évidence la voix d'un informateur clé sur l'accessibilité des services qui parle du manque de services culturellement informés et de diversité dans le personnel. C'est une lacune importante et cela démontre aussi comment l'accessibilité aux services et aux demandes de soutien et de renseignement est touchée. Prochaine diapo. L'évaluation des risques. Les résultats ont démontré que la majorité des informateurs clés ont parlé de mener l'évaluation des risques à travers la prestation de services et ils ont mentionné deux types d'outils. Ce sont principalement des outils formels, très datés et standardisés. Il y avait très peu d'outils, par exemple 2 outils, qui étaient orientés vers les immigrants et les réfugiés et qui évaluaient le danger pour les immigrants et qui évaluaient le patriarcat. Mais encore une fois, ceux qui ont dit les utiliser étaient très rares. Quant aux outils des informateurs, ils ont surtout été développés par des organismes pour évaluer le risque et on nous a dit que certains de ces outils contenaient des éléments destinés aux immigrants et aux réfugiés. Cependant, nous n'avons pu savoir avec certitude dans quelle mesure ces outils étaient axés sur les immigrants et les réfugiés et comment ils évaluent le risque. De nombreux informateurs nous ont dit qu'ils utilisaient diverses méthodes, qu'ils combinaient différents outils et, dans une moindre mesure, qu'ils n'utilisaient aucun outil et qu'ils dépendaient de leur éducation pour faire l'évaluation. Pour les facteurs organisationnels et individuels, je vais être très concise et vous pourrez vous joindre à nous pour les questions et réponses plus tard, où nous aurons plus de temps pour des discussions. Alors, en ce qui concerne les facteurs organisationnels et individuels, de nombreux informateurs clés ont parlé de la sélection de l'outil, de son utilisation, de la fréquence et de la manière dont il est utilisé. C'est surtout déterminé par le secteur et le mandat de l'organisme et l'existence de protocoles qui guident le processus de contact avec les menaces. Cependant, la grande majorité n'a parlé d'aucun protocole ou de sous-section de ces protocoles visant ou incluant les immigrants et les réfugiés. L'entrevue, l'interaction, est une partie énorme.
ainsi que le jugement professionnel dans l'évaluation des risques. Cependant, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas claires. Quel était le motif? Lié au choix du jugement professionnel, par exemple, structuré par rapport à non structuré, ou encore à l'utilisation du style d'entretien, structuré ou non, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui était guidé ou qui essayait d'être culturellement informé ou adapté aux immigrants et aux réfugiés? La formation. La formation a été diversifiée et a varié d'une certaine formation pendant les programmes éducatifs et lors de l'embauche, en personne, en ligne, alors que d'autres ont indiqué que leur formation était cette orientation où elle se faisait avec un père à l'interne, ou même en suivant quelqu'un dans l'organisation et d'autres n'avaient pas de formation du tout. En ce qui concerne une formation de mise à jour, c'est moins cohérent. Souvent, il n'y avait pas eu de formation de mise à jour sur l'évaluation des risques, ce qui constitue une énorme lacune dans ce domaine. De plus, nous ne savions pas dans quelle mesure cette formation était axée sur les immigrants et les réfugiés pour de nombreux informateurs clés. Un informateur clé a fait part de son travail auprès des populations immigrantes et réfugiées. Il a remarqué qu'il y avait un décalage entre leurs discussions sur la réalisation d'évaluations, les facteurs d'unicité et le travail auprès des immigrantes et des réfugiés. Ce décalage a mis en évidence le risque d'un écart entre la théorie et la pratique et la façon d'être plus proactif et d'adapter notre travail pour être sensible et inclusif à travers les cultures. Prochaine diapo. Cette diapositive intègre aussi le fait que l'informateur clé a déclaré qu'au sein de cet organisme, c'était facultatif. Mais grâce à ses connaissances et à son expérience dans le domaine de la violence familiale, elle a pu faire preuve de souplesse dans son travail et a toujours utilisé l'évaluation des risques comme un élément obligatoire. Prochaine diapo. Sur cette diapo, l'informateur clé a réfléchi au style d'entretien que nous considérons comme plus fluide et non structuré. Mais nous avons remarqué que l'informateur clé avait pris en compte la variation et l'unicité de l'évaluation des risques entre les clients et qu'il existait une liste de contrôle pour planifier la sécurité. Prochaine diapo. Je vais parler de ce sujet généralement. Les informateurs clés ont reconnu l'importance de l'évaluation des risques. Cependant, la majorité d'entre eux utilisaient des outils standardisés ou informels qui ne sont pas validés ou soutenus par la recherche, ou nous ne savions pas si ces outils étaient évalués. Il y a donc une lacune et de sérieuses implications quant à l'efficacité de ces outils, et il y a la nécessité soulignée que les évaluateurs ou les informateurs clés qui effectuent l'évaluation des risques aient une formation adéquate et continue concernant l'outil, l'objectif de l'outil et pour avoir un sens de l'outil, de ce qu'ils évaluent, des limites et des lacunes. Il y a aussi très peu d'évaluation des risques qui abordent le contexte des immigrants et des réfugiés, ainsi que la façon de travailler avec les facteurs de risque qui sont propres à cette population. Nous devons aussi prêter attention à la façon de combler ces lacunes, car nous serions ambitieux de dire que nous avons besoin de plus d'outils d'évaluation adaptés à toutes les cultures, mais comment nous pouvons combler ces lacunes et la meilleure façon de garder les gens en sécurité, c'est d'avoir une évaluation des risques efficace. Nous devons aussi
envisager d'utiliser une approche hybride et holistique de l'évaluation des risques. Nous pourrions en discuter davantage. Il faut aussi la formation, qui est un élément essentiel et la pierre angulaire des outils pour les informateurs clés. Merci.